Dans le débat sur France 24, les forces russes se retirent de la région de Kherson. Le ministère russe de la Défense l'a annoncé hier. Les Ukrainiens en doutent. Les forces d'occupation russes avaient évacué 115 000 personnes de la région. Ce retrait est bien sûr un revers pour les Russes, une preuve que Moscou a de vrais problèmes, a lancé Joe Biden lors d'une conférence de presse hier soir. Ce retrait serait une nouvelle victoire pour Kiev, a lancé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. L'armée ukrainienne a annoncé, quant à elle, avoir repris aujourd'hui 12 localités dans la région. Alors, où en est la situation à Kherson? Les Russes se sont-ils véritablement retirés? Et si c'est le cas, comment analyser ce retrait? Quelle est leur stratégie? Pourquoi les Ukrainiens sont-ils sceptiques? Dans quelle mesure un tel retrait est-il un revers pour Moscou? La chute de Kherson serait-elle véritablement un tournant dans cette guerre? Eh bien, on va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thierry Volton. Bonsoir. Bonsoir. Essayiste, spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques, auteur d'une histoire mondiale du communisme. Donc, c'est chez Grasset. Bienvenue à vous. En face de vous, Denis Strelkov. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à RFI. Bienvenue dans le débat, Denis. À côté de vous, Oksana Mitrofanova. Bonsoir, Oksana. Bonsoir. Enseignante chercheuse à l'INALCO, chercheuse senior également à l'Institut d'histoire mondiale de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine à Kiev. Bienvenue à vous. Nous avons avec nous Gulliver Krag, notre correspondant à Kiev. Bonsoir, Gulliver. Et merci d'être avec nous dans le débat. C'est le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, qui a ordonné donc le retrait des forces russes de Kherson lors d'une réunion avec le commandant des opérations russes en Ukraine. Vous allez voir que les Ukrainiens doutent toujours de ce retrait. On fait d'abord un point en images avec Étienne Paponeau. Les forces ukrainiennes avancent avec prudence. Malgré la retraite russe annoncée par Moscou mercredi, l'armée de Kiev se garde bien de clamer victoire dans cette bataille. Ils préparent cette défense depuis longtemps et depuis 2 semaines, nous savions qu'ils renforçaient leur position, sans être prêts à tenir la rive droite. Rien ne nous a surpris, mais nous savons que nous devrons encore nous battre. Les troupes russes ont ordre de franchir le Dniepr pour se regrouper sur la rive est, hors de cette ville stratégique proche de la Crimée. Toujours discret lorsqu'il s'agit de donner des détails concrets des batailles, le président ukrainien ne révèle rien de l'opération militaire en cours. Il y a eu beaucoup de joie aujourd'hui, et nous comprenons clairement pourquoi. Mais nos émotions doivent toujours être contenues en période de guerre. Je ne donnerai pas à l'ennemi tous les détails de nos opérations, que ce soit dans le sud, à l'est, à l'ouest, nulle part. Quand nous obtiendrons des résultats, tout le monde le verra. Une méfiance partagée dans les rues de Kiev. Les dirigeants russes jouent à quelque chose. On ne devrait pas leur faire confiance. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont rassemblé 40 000 soldats là-bas. Je pense qu'ils préparent quelque chose contre l'armée ukrainienne. Les autorités redoutent une difficile bataille urbaine qui piégerait leurs troupes. Les Ukrainiens connaissent le prix du sang. Selon l'armée américaine, 100 000 de leurs soldats ont été tués ou blessés depuis 9 mois. Selon ces mêmes estimations, les troupes russes auraient subi les mêmes pertes. Voilà, on attend le vice-amiral Michel Olegaray qui va nous rejoindre en cours d'émission pour justement parler de la stratégie militaire. Gulliver, pourquoi, et est-ce que c'est toujours le cas, pourquoi les Ukrainiens doutent-ils de ce retrait des Russes ? Alors en partie, je pense que c'est leur manière habituelle. Si vous vous rappelez, quand la Russie avait annoncé le départ de la région de Kiev, la réponse de l'Ukraine au départ était aussi très prudente en disant on va voir ce qu'ils vont réellement faire. On ne croit pas les Russes sur parole. Ça, c'est presque une question de principe en Ukraine. Mais ils y ont aussi des renseignements qui leur indiquent qu'il y a un certain nombre de soldats russes qui sont maintenant habillés en civil, qui ont investi des maisons à Kherson, un certain nombre de préparatifs pour une défense de la ville, même s'ils disent aussi, les Ukrainiens, observer des mouvements militaires russes qui pourraient être des signes d'un retrait. Mais en général, leur principe, c'est toujours d'attendre de voir ce qui va se passer. L'annonce qui a été faite à la télévision russe d'une manière un peu théâtrale aussi, c'est un peu soulève des soupçons, je pense, à cause de cela, et aussi le fait que les Russes auraient certainement pu défendre la rive droite dans la région de Kherson un peu plus longtemps
que ce qu'ils ont fait, cela vient un petit peu plus tôt que prévu. Cela aussi fait que les Ukrainiens sont très prudents dans leur interprétation des intentions des Russes. Oksana, vous êtes d'accord? Donc les Ukrainiens doutent toujours. Vous qui êtes ukrainienne, vous doutez de ce retrait? Ou est-ce qu'effectivement, il y a un certain nombre de signes? En l'occurrence, les Ukrainiens ont dit aujourd'hui qu'ils avaient pris 12 localités. Il y a un certain nombre de signes qui montreraient, qui pousseraient tout de même à dire que le retrait a bien lieu. Bien sûr, le plus important en Ukraine, c'est écouter la position de l'état-major ukrainien. Voilà. Donc, dès que l'état-major ukrainien n'a pas annoncé que Kherson est pris par l'armée ukrainienne, il faut rester prudent. Quels sont les signes que, par exemple, l'armée ukrainienne peut prendre une ville? D'abord, c'est le drapeau ukrainien qui se trouve sur place, mais aussi, il ne faut pas oublier que, fort probable, les Russes ont bien miné la ville et tout qui est à côté. Imaginons qu'on a mis les mines un peu partout. Donc, le processus de prendre la ville sera très compliqué. Donc, du coup, moi, j'ai quand même conseillé de suivre la position du ministère de la Défense ukrainien et de l'état-major ukrainien, que la confirmation doit venir de la part de l'état-major d'Ukraine. Denis Strelkov, justement, ces Russes, parce que c'est vrai que le secrétaire général de l'OTAN, on va l'écouter un peu plus tard, dit que ça serait une victoire pour Kiev. Les Américains ont l'air de dire que ce retrait tout de même a lieu. Selon différentes sources auxquelles on a accès, effectivement, oui, les Russes sont en train de quitter Kherson et déjà c'est un processus qui a commencé il y a bien longtemps, il y a quelques semaines et même quand M. Surovikin a annoncé qu'il y aura des décisions difficiles à prendre, c'était quand même l'idée que Kherson sera abandonné parce qu'il s'était bien expliqué à la télé russe, pour une fois c'était vrai, qu'il a plus de sens de garder l'armée dans cette ville-là, car ça devient de plus en plus cher en termes des hommes, en termes aussi de la munition, de le tenir. Donc effectivement, par contre, il faut bien comprendre qu'on est aussi dans une guerre de communication. Donc c'est-à-dire que chaque message qui provient de l'armée russe, y compris des messages, comme on a vu, un peu spectaculaires à la télé, ça a effectivement un but, et pas uniquement un but pour communiquer avec l'armée ou avec la population, mais aussi de faire différents signes aux Ukrainiens. Ça peut être aussi un signe que la Russie peut se préparer à des éventuelles négociations, peut-être pas de paix, mais au moment de cesser le feu. Donc il y a tout ça, mais dans tous les cas, il faut bien suivre ce qui se passe sur le terrain. On voit qu'il y a des Ukrainiens qui entrent un peu dans des villes aux alentours de Kherson et que aussi les Russes ont effectivement, comme vous avez dit, miné certaines infrastructures et ils ont aussi fait exploser la tour de télévision de Kherson. Donc effectivement, le but maintenant des Russes, c'est d'abandonner cette ville-là, mais peut-être de la laisser sans communication, sans infrastructure, pour ne pas laisser une base stable pour tout le monde, pour s'installer. Ouais, c'est ce que dit Oksana. Alors justement, vous qui êtes l'historien de ce plateau, Thierry Volton, en quoi Kherson est si symbolique? Moi, j'ai lu qu'effectivement, Grégory Potemkin, l'amant favori de Catherine II, un militaire qui a colonisé. Ils ont retiré d'ailleurs le corps. Ils ont retiré le corps. Donc c'est un symbole. Vladimir Poutine a l'air d'y tenir, en tout cas, Kherson. Oui, excusez-moi, c'était une grande ville. D'abord, la plus grande ville qu'ils avaient prise. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont pris, c'est bien, on a oublié ça. Je vous signale parce que c'est parti dans le flou de l'information. On a oublié que cette ville a été prise parce qu'on sait, grâce en partie à une trahison intérieure ukrainienne, puisque le responsable de la ville a été arrêté 2 ou 3-4 mois plus tard, accusé justement d'avoir favorisé l'entrée des Russes dans cette ville. Parce que c'était pas si facile, parce qu'il y avait quand même, il y a ce fleuve, le Dniepr, qui est gigantesque, et qui fait presque 1 kilomètre à certains endroits. Bon, donc ils y tiennent parce que c'était un symbole, c'était la plus grande ville qu'ils avaient prise, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un symbole militaire. Et puis, je crois principalement, et on verra bien quand le vice-amiral sera là, je pense que stratégiquement, c'était plus tenable, en tout cas, compte tenu des forces et compte tenu... N'oublions pas qu'il y a ce fleuve, donc c'est une ville qui est divisée en deux, c'est très important de le penser. On va regarder la carte. C'est divisé en deux, donc si vous voulez, ceux qui défendent la partie occidentale du fleuve, si vous voulez, sont dos au fleuve. Donc rapatrier, et donc ils risquent d'être coincés, si vous voulez. Si vous avez une offensive ukrainienne qui arrive, ils n'ont plus de capacité de repli, d'autant plus qu'il n'y a plus de ponts maintenant. Tous les ponts ont été détruits. Donc c'est aussi une raison de sauvegarder un peu des hommes. Ils en ont perdu tellement que, à mon avis, c'est une question de prudence. Même si c'est une défaite, je pense qu'on peut interpréter ça comme une défaite de l'armée russe. De l'armée russe. La séquence, en tout cas, de cette annonce entre Shoigu, le fameux ministre de la Défense russe, et le général russe Surovikin, est assez particulière. On va la regarder. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию. Camarade ministre de la Défense, après une évaluation complète de la situation actuelle,
nous suggérons de nous défendre le long de la rive gauche du fleuve Dniepr. Comprenez que ce n'est pas une décision simple à prendre, mais en même temps, nous allons préserver la vie de nos militaires, préparer les forces armées au combat, rester sur la rive droite du fleuve, dans une zone limitée et sans perspective. Grâce à cela, une partie de nos soldats sera libérée et utilisée pour d'autres activités, comme celles de nature offensive dans d'autres directions en Ukraine. Sergueï Vladimirovitch, je suis d'accord avec vos conclusions et vos suggestions. Pour nous, la vie des militaires russes est toujours une priorité. Nous devons également tenir compte du danger pour la population civile. Veiller à ce que tous les civils préférant partir puissent le faire. Un peu un déjà-vu, Thierry Volton. Comment ? Un peu un déjà-vu, cette séquence. Oui, un peu. Et puis, je veux dire, quand on entend le général, enfin le responsable de l'armée dire que la vie des hommes, c'est très important. Vu ce qu'ils en ont sacrifié, c'est quand même incroyable. Voilà. Je trouve qu'il y a une espèce d'ironie là, parce que c'est, en vérité, c'est assez clair comme situation à comprendre, à mon avis. C'est que, d'abord, l'hiver arrive, c'est très important, hein, n'est-ce pas ? Donc, le front va être gelé. Donc, évidemment, ils quittent la rive occidentale du Dniepr, et ils vont se mettre sur la rive orientale, et donc ils vont essayer de reconstituer un peu une armée. Ils sont dans une situation très délicate, les Russes, parce que les hommes qui sont amenés sur le front n'ont presque pas de formation, ils n'ont pas de matériel. Moi, j'ai des témoignages incroyables, et je pense que ça sera confirmé par de camarades russes. Donc voilà, donc ils ont besoin de se reposer, si je puis dire, et de reprendre une ligne de défense. Voilà. Et donc abandonner la partie occidentale de Kherson, c'est du bon sens, pourrait-on dire, militairement parlant. C'est pour mieux protéger la Crimée. Je poserai bien sûr la question à notre ami qui va nous rejoindre, Denis Strelkov, mais on parle effectivement, un général américain aurait dit qu'il y avait 100 000 morts et blessés côté russe, et que ce serait probablement d'ailleurs la même chose côté ukrainien. C'est en tout cas le chef d'état-major de l'armée américaine, Mark Milley, qui l'a dit à l'Economic Club of New York. Donc, il y a véritablement des pertes très importantes côté russe. Ça, c'était clair depuis le début de la guerre. Puis, donc, on n'est pas du tout sûr au niveau des chiffres, car il y a aussi des médias russes qui disent que ça peut être aussi beaucoup plus. Mais le vrai problème, qu'en fait, on ne sait même pas le nombre des personnes qui sont envoyées au front, car il y a eu une grande partie qui sont maintenant des militaires de Wagner, donc de cette fameuse milice qui a été utilisée depuis le début de la guerre d'ailleurs par la Russie. Donc oui, effectivement, on sera plutôt entre, disons, 50 000 et 150 000. Donc la fourchette, elle est quand même assez importante. Mais tout ce qui a maintenant été dit par M. Surovikin, les mots qu'on vient de transcrire, je dois quand même l'admettre, c'est vrai. Donc c'est un peu pour ça qu'ils ont pris cette décision-là, car c'est une ville qui était... En fait, c'est une sorte de recadrage qu'a fait le ministre de la Défense. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, c'était une décision qui est annoncée pas par Poutine, pas par Shoigu, mais par Surovikin. Et en fait, lui, il n'est pas responsable de cette situation, lui non plus, car lui, il a commencé le commandement de l'armée russe il y a quelques mois. Donc quand la situation sur le front était déjà marchait pas bien pour l'armée. Donc il y a un peu tout ça. Il y a quand même dans cette guerre de communication, c'est pas Poutine qui annonce les divisions difficiles, mais c'est plutôt Surovikin qui, lui, n'est pas aussi responsable. Donc maintenant, ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur le front, au niveau de communication, sur le front de communication au moins, c'est que Surovikin va essayer d'envoyer l'armée qui est maintenant libre dans ses actions, plutôt vers d'autres fronts, pour essayer quand même un peu avant l'hiver, avant que le front effectivement soit gelé, d'avancer un tout petit peu plus pour livrer une victoire au moins symbolique, si jamais ça aura lieu, à la population russe. Car ça, c'est important. On n'a jamais admis à la télévision que c'était effectivement le défaite de la Russie. Donc, on va essayer de donner d'autres choses à la population. Donc, il y a une vraie stratégie derrière. La mise en scène, excusez-moi, je reviens sur le passage qu'on vient d'avoir. La mise en scène est extraordinaire. C'est typiquement une mise en scène de type soviétique, excusez-moi. C'est la raison pour laquelle je vous demandais si ça vous rappelait des souvenirs. Parce que parce que je veux dire, quand on voit le général dire « Monsieur le ministre », je veux dire, voilà, c'est incroyable. C'est joué, bien sûr. Je veux dire, tout a été prévu d'avance, hein, voilà. Et c'est marrant qu'ils aient... Enfin, c'est marrant, c'est amusant. Ça montre à quel point ils sont quand même assez désespérés, si je puis dire. Parce que militairement, ils sont assez désespérés, quand même, je pense. Oksana,
Moi, votre action? Je pense qu'il faut parler pas uniquement de communication russe, mais peut-être l'avancement de l'armée ukrainienne au sud. Par exemple, l'état-major ukrainien rappelle qu'il ne faut pas croire du tout en bonne volonté de Russie, en bonne volonté de se retirer, mais tout simplement c'est le résultat d'activité de l'armée ukrainienne vers le sud. Par exemple, on ne parle pas peut-être trop, mais l'armée ukrainienne se détruit, elle est en train de détruire par exemple un point logistique des Russes. Aussi, il y a le bombardement des stocks de munitions russes. Donc tout ça, c'est très terme, c'est conditionné par l'avance de l'armée ukrainienne, tout simplement. Gulliver, peut-être que vous pouvez nous dire un mot à la fois sur les conditions de vie de Kherson. Vous étiez à Kharkiv il n'y a pas très longtemps. Et puis justement, est-ce que sur place, on a le sentiment quand même que les Ukrainiens se rapprochent de la ville de Kherson? Alors d'abord, ils se rapprochent rapidement puisque les 12 localités que vous avez mentionnées, c'est ce qu'ils ont pris officiellement selon Valery Zaluzhny, chef de l'état-major, ces dernières 24 heures. C'est sans doute plus déjà parce qu'il y a des photos de nouvelles localités avec le drapeau ukrainien. Et ça, c'est 12 en 24 heures sur 41 depuis le 1er octobre. Donc il y a une accélération très marquée de l'avancée des troupes ukrainiennes vers Kherson, mais ils ne sont pas encore arrivés à la ville même. Pour ce qui est des conditions de vie dans Kherson, on n'en sait pas grand-chose et surtout pas ces derniers 3 jours puisque les lignes téléphoniques sont quasiment totalement coupées. Ainsi que l'électricité, si je comprends bien, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'électricité à Kherson ces derniers jours. Des médias locaux, des journalistes locaux rapportent que les Russes auraient fait exploser certaines infrastructures civiles stratégiques. Tout indique que les Russes, en quittant la ville de Kherson, veulent rendre la vie le plus difficile possible pour l'armée ukrainienne qui arrive et les civils qui restent. Et ce que j'ai constaté dans la région de Kharkiv, dans les régions des parties libérées de la région de Kharkiv, c'est qu'il y a quand même beaucoup de disputes entre les personnes avec une position clairement pro-ukrainienne et ceux qu'ils accusent d'avoir collaboré ou d'avoir été pro-russes. Et je pense que les Russes peuvent vouloir essayer d'attiser ce genre de conflit aussi à Kherson entre pro-russes et pro-ukrainiens qui reviendraient en rendant la vie très difficile et pour que ceux qui soient dans la ville disent mais vous voyez, c'était mieux avant que l'Ukraine arrive. Peut-être qu'ils ont une stratégie d'essayer d'attiser ce genre de conflit. Franchement, personnellement, je ne pense pas que ça va marcher très bien, mais je pense qu'il est possible qu'ils aient quelque chose comme ça en tête. Ils veulent attiser une sorte de chaos, Thierry Volton? Oui, sans doute, bien sûr. Alors bon, je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui restent à Kherson. Je pense qu'il y a effectivement, ils ont quand même beaucoup évacué de personnes. Plus de 100 000 personnes, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Donc, à mon avis, première chose. Et deuxièmement, la prudence des Ukrainiens se comprend tout à fait. Et je vais vous raconter un petit précédent historique qui, à mon avis, est très marquant, même si évidemment le contexte n'a rien à voir. Mais enfin, bon, voilà. À la mi-octobre 1941, l'armée allemande était avançait très vite sur Moscou, d'accord? Donc il a été question d'évacuer Moscou. Et donc la décision a été prise immédiatement. Donc les gens sont partis, etc. Et ordre a été donné de miner l'ensemble de la ville, sauf le métro et les conduites d'eau. Donc on mine tout le pays, toute la ville. Donc vous vous rendez compte que évidemment ça ne s'est pas passé puisque finalement l'ordre a été stoppé et ils ont décidé de défendre Moscou et il n'y a pas eu d'évacuation de Moscou. Mais il est évident, à mon avis, que le temps qui s'est passé entre le moment où ils ont décidé d'évacuer tout ça, ils ont forcément mis des mines, etc. Et que évidemment les Ukrainiens, ils n'ont pas intérêt à rentrer comme ça parce que ça peut être un massacre pour eux, quoi. Oksana, ce sont aussi les informations que vous avez de la côté ukrainien, à la fois donc privé effectivement un peu de tout sur place, une tentative aussi de créer une sorte de chaos, cette évacuation par les pro-russes juste avant de 100 000 habitants de Kherson. Oui, tout à fait, mais c'est bien connu déjà. C'est la tactique russe, c'est détruire par exemple les entreprises qui produisent de l'énergie. C'est partout dans le pays. En Ukraine, c'est déjà une tactique qui est employée depuis plusieurs semaines. Donc c'est très logique. Ensuite, l'explosion des tours de la télé. Miner un peu par exemple miner la canalisation, l'infrastructure qui est très différente pour la ville et les entreprises qui produisent le chauffage. Donc du coup, tout simplement, laisser après eux des ruines où c'est pas possible de vivre, surtout après l'hiver. Donc c'est faire la vie assez insupportable. Mais je pense qu'il y a quand même aussi, il faut attirer attention. Maintenant, on parle de Kherson, c'est très important. Mais il faut prendre en compte, par exemple, que notre porte-parole des forces aériennes, il a annoncé
qu'il faut rester très prudent parce que exactement maintenant, peut-être la Russie fait stock de missiles. Elle essaie d'accumuler beaucoup de missiles et beaucoup de drones pour faire le bombardement. Mais le bombardement, de Kherson ou le bombardement peut-être d'autres villes, c'est pas nécessairement de Kherson, mais de bombardement de Kiev. Et c'est important de prendre en compte quand il y a le bombardement, par exemple, par quelques missiles ou quelques drones. Pour les forces ukrainiennes de défense aérienne, c'est plus simple s'il s'agit de la situation quand la Russie va lancer vraiment beaucoup de missiles et beaucoup de drones. Parce qu'il y a le pourcentage de drones et de missiles qui arrivent et détruisent les entreprises d'énergie, ce sera plus augmenté. Donc, du coup, il faut prendre aussi ça en compte, que cette tactique russe qui après le succès, admettons, militaire ukrainien, il y a la vengeance de la part des Russes. Et la vengeance, c'est qui? Mais bien sûr, civile, parce que c'est très simple à réaliser. Donc la vengeance, en fait, qui aurait démarré par cette sorte de simulacre. Par la tactique préférée, bombarder tout simplement les infrastructures énergétiques. Déjà, c'est très problématique. Ça coûte moins cher au point de vue homme que d'un affrontement. Je veux dire, si vous bombardez comme ça, je veux dire, ça compte à l'ennemi, c'est pas l'ennemi ukrainien. Je veux dire, pour les Russes, c'est plus facile, évidemment. Denis. Moi, je ne l'aurais pas appelé ça une vengeance. Je pense que c'est un peu aussi le but de la communication de Kremlin de dire qu'en fait, on se venge parce que vous avez détruit, vous avez fait, par exemple, frapper le pont de la Crimée, vous avez avancé sur le terrain. Non, c'est une stratégie de la Russie. C'est assez nouveau quand même. Donc, c'est un peu arrivé avec le Sorvikin qui a pris en charge l'armée. Donc, c'est un peu ça qu'il a fait également en Syrie, en bombardant des structures de l'électricité notamment. Et maintenant, vu que la Russie, il faut bien le dire, les généraux russes connaissent quand même assez bien le système de fourniture de l'électricité ukrainienne parce que c'est aussi la structure qui est un peu construite à la soviétique. Donc pour la Russie, c'est assez facile de les détruire si jamais il faut le faire. Ici, ils savent bien que le problème le plus important avec l'arrivée de le faire, ce sera le chauffage. Car c'est pas du tout le même système qu'en France. On ne chauffe pas à l'électricité, c'est beaucoup de chauffage collectif qui est chauffé avec du gaz, avec d'autres types d'énergie fossile notamment. Donc si jamais on détruit ces systèmes-là, les villes seront plus habitables. C'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs villes de Donbass qui sont sous contrôle des Ukrainiens, qui seront vides cet hiver-là, parce que c'est impossible de reconstruire le système d'ici quelques mois. Donc c'est ça qui sera utilisé par la Russie, peut-être à Kherson, mais aussi, si jamais ils peuvent arriver là, à Kiev aussi. L'évacuation potentielle de Kiev, elle est aussi annoncée par des autorités ukrainiennes, si jamais la Russie va avancer. Ils ont déjà commencé d'ailleurs, parce que je veux dire, les bombardements qui ont eu lieu sur Kiev et d'autres villes visaient des infrastructures de chauffage, de choses comme ça, d'électricité, etc. Donc le drame pour les Ukrainiens du froid qui arrive, il est déjà commencé. Donc c'est évidemment à craindre aussi ça. En tout cas, pour Joe Biden, ce retrait russe est la preuve que Moscou a de vrais problèmes. On va écouter le président américain, c'était hier, lors de sa conférence de presse. Premièrement, j'ai trouvé l'annonce du retrait des troupes russes intéressante. Les Russes ont attendu la fin des élections américaines pour l'annoncer, alors que nous savions déjà depuis un certain temps qu'ils allaient le faire. C'est la preuve que l'armée russe a de vraies difficultés. Deuxièmement, que cette décision conduise ou non à un affaiblissement des combats, cela laissera le temps à chaque camp de réévaluer ses positions pendant la période hivernale. Reste à savoir si ensuite l'Ukraine sera prête ou non à faire un compromis avec la Russie. Là, il parle de compromis peut-être entre l'Ukrainien et Russe. Oksana Mitrofanova, pour vous, il n'en est pas question aujourd'hui? C'est très difficile de parler de compromis. Qu'est-ce qu'on appelle de compromis? Parce que la position officielle de l'État ukrainien, quand même la fin de la guerre, c'est libérer tout le territoire qui était occupé par les Russes. Il s'agit avec la Crimée qui était annexée. Mais c'est ce qui est très important aussi, c'est punir les crimes de guerre. Il se pose la question aussi de réparation, parce que l'Ukraine a vraiment souffert à cause de cette guerre. Si on ne va pas punir les crimes de guerre et s'il n'y a pas de réparation, c'est la situation assez injuste. Donc on va poser la question, mais quel compromis? Et avec qui?
Et en même temps, on entend dire qu'il y a eu des entretiens à très haut niveau, justement, entre les équipes de conseillers de Vladimir Poutine et celles de l'administration Biden. En tout cas, c'était une révélation du Wall Street Journal qui disait que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, aurait eu des entretiens avec le conseiller du Kremlin, Yuri Uchakov. Donc, en fait, on commence à se reparler, ou en tout cas, on se parle toujours, Denis? On se parlait toujours depuis le début de la guerre, on n'a jamais arrêté, même si l'économie officielle, peut-être, n'en parlait plus. Il y a toujours la communication entre la Russie et les États-Unis, au moins pour éviter tout accident nucléaire. Donc ça, c'est une chose. Par contre, on voit bien que pour les États-Unis et pour le monde entier, la guerre commence à coûter cher, notamment en raison aussi de l'inflation qui est de cette guerre d'énergie, puis donc aussi parce que le soutien économique à l'Ukraine est aussi important pour tous les pays, pour la France notamment. Et c'est pour ça que, un peu dans la logique de l'État des États-Unis, mais aussi dans la logique des gouvernements de l'Europe, ce sera que la guerre soit finie au plus vite possible. Mais par contre, pour les Ukrainiens, ce sera très difficile d'accepter l'autre chose que la victoire, et tout à fait, y compris de manière politique, car Vladimir Zelensky ne peut pas dire qu'on va arrêter la guerre avant de reprendre notamment des territoires des régions de Donetsk et de Lugansk qui étaient sous contrôle de l'Ukraine avant le 24 février. Donc tout ça veut dire deux choses. Tout d'abord que, bien évidemment, l'Occident va commencer à parler avec l'Ukraine et la Russie pour un peu pousser à des éventuelles négociations. C'est sûr que la Russie ne va pas quitter l'Ukraine tout de suite comme ça, mais par contre, pour l'Ukraine, c'est difficile d'accepter notre choix que de continuer à combattre. Politiquement, ce n'est pas possible. En tout cas, ce que dit le Washington Post, que l'administration Biden serait en train d'encourager en coulisses les dirigeants ukrainiens à renouer avec un processus de négociation avec Moscou, Thierry Vulton. De toute façon, excusez-moi, tout le monde a intérêt. La guerre, c'est quand même le pire des systèmes, soyons clairs. Donc tout le monde a intérêt à ce que les combats s'arrêtent. Le problème dans cette affaire-là, c'est les Ukrainiens, je veux dire. Il faut pas non plus qu'ils soient les dindons de la farce, si je puis dire. Parce qu'évidemment, il est clair que les Européens veulent que ça s'arrête. Bon, ils ne le disent pas ouvertement, j'entends bien. Mais on verra bien à la sortie de l'hiver, lorsqu'on aura bien froid et qu'il faudra, etc., qu'il y aura de l'inflation qui va grimper, etc. Bon, bref. Donc il est clair que du côté des Européens, il y a une volonté éventuellement d'arriver à une négociation. Du côté américain, parce que ça coûte aussi très cher aux Américains, n'oublions pas. Ils ont livré 40 milliards pour l'instant d'aide. Oui, et puis ils ont livré considérablement du matériel. Et d'ailleurs, ils sont à nu, si je puis dire, parce qu'ils ont livré tout le matériel de surplus. Et maintenant, ils sont sur leur stock dont ils ont besoin si jamais il y avait un conflit. Donc, bref. Actuellement, il est évident que tout le monde a intérêt, enfin tout le monde extérieur à ce conflit a intérêt. Pas les Ukrainiens pour le moment. Absolument pas les Ukrainiens, parce qu'ils seraient les dindons de la farce dans cette affaire-là. Et de toute façon, c'est vrai que, heureusement quand même, qu'il y a une phrase qui est répétée régulièrement par Biden, par Macron aussi, y compris récemment. Il a dit, ça dépend des Ukrainiens. Heureusement qu'on dit ça, parce que, excusez-moi, les négociations, ça dépend des Ukrainiens. Ils se mettront à la table de négociation le jour où ils estimeront qu'ils seront en capacité de gagner ces négociations. Oksana Mutrafanova, vous avez regardé les élections d'ailleurs, mi-mandat, avec cette victoire des Républicains, même si elle n'est pas aussi forte que prévu à la Chambre des représentants. Et puis il y a un débat effectivement aux États-Unis important sur l'aide à l'Ukraine. On a vu Volodymyr Zelensky qui a demandé aux Américains de rester unis. Est-ce que vous craignez effectivement qu'aujourd'hui il soit peut-être trop tôt pour demander aux Ukrainiens et justement de s'asseoir à la table des Russes pour des discussions? D'abord, il faut souligner bien sûr que pour les Ukrainiens, c'est inquiétant ces élections parce qu'on dépend beaucoup de l'aide américaine. C'est exactement l'aide des États-Unis qui est conséquente pour l'Ukraine. Et aussi, il faut se rappeler que quand même Biden a signé des lois de Land-Lease, qui a appliqué de Land-Lease, dont l'Ukraine a vraiment beaucoup d'espoir que les États-Unis peuvent continuer cette aide, ce qui n'était pas garanti avec les résultats des élections. Ensuite, ce qu'il s'agit de négociations, donc au point de vue strictement de la loi, donc notre Conseil de sécurité, voilà, il a prouvé qu'on ne va pas faire de négociations avec Poutine, avec le pouvoir qui est sur place. Mais ce qui est plus important, je trouve, une négociation sur quoi? Parce que la Russie, quand elle parle de négociations, elle insiste qu'on va faire des négociations sur l'état des lieux qui est actuel. Qu'est-ce que ça signifie? Que tout simplement la Russie veut garder le territoire occupé. Donc garder le territoire occupé, donc garder la Crimée et garder le Donbass. Mais comment c'est possible de faire négociation dans ces conditions? Moi, ouvertement, je ne vois pas. Je pense que le plus réel dans cette situation, on peut continuer éventuellement négociation ou plutôt appliquer des médiateurs pour continuer de résoudre le problème des céréales. Donc l'exportation de céréales, oui. Peut-être négociation pour assurer la sécurité des centrales nucléaires, éventuellement, mais c'est qu'il s'agit de territoires... Donc négociation sectorielle, mais pas négociation... Plutôt ça, c'est qui reste plus réel dans l'avenir proche.
Michel Olagaray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir finalement réussi à nous rejoindre sur ce plateau. On sait que vous aviez un problème de taxi. Vice-amiral, ancien commandant de l'école navale, merci d'être avec nous. On va refaire justement un petit point avec vous d'un point de vue militaire. On va revenir sur cette carte de Kherson. On a compris tout de même que cette chute de Kherson, Michel Olagaray, ça serait un tournant dans cette guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un peu où en est ce front, même si on sait que les Ukrainiens ne donnent pas toutes les informations? Est-ce qu'effectivement, pour vous, ce retrait russe est important? Est-ce qu'il montre? Est-ce que c'est un revers pour la Russie? Et comment ça se passe? Est-ce qu'effectivement, ils vont vers le sud du Dniepr? Comment ça se passe sur le terrain? Écoutez, c'est un repli qui est manifestement totalement justifié. Pour nous, experts militaires, entre guillemets, il était évident que les Russes étaient bloqués dans cette poche de Kherson. Il fallait donc en sortir. Et le général Surovikin, d'ailleurs, lorsqu'il a pris son commandement, a dit il y aura des décisions difficiles à prendre. Et c'est lui qui les a annoncées. C'est lui qu'on avait mis un peu en avant. Il nous paraît évident qu'il a pris ce commandement en ayant discuté de la situation tactique avec le plus haut niveau, dirons-nous. Parce qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Ce que veulent faire les Russes pour l'instant, en attendant l'arrivée d'éventuels renforts efficaces, c'est mettre une barrière, un front enterré depuis le nord jusqu'au sud. Et surtout, laisser tomber cette poche de Kherson qui était une épine dans le pied, mais qui politiquement avait une importance capitale pour Poutine, parce que c'est un camouflet supplémentaire, c'est un revers extraordinaire, qui fait que d'ailleurs, c'est un peu pour cette raison qu'il n'ira pas au G20. Ah oui, vous pensez, on va revenir là-dessus. Alors, juste pour terminer, donc en fait, les forces russes sont en train de se mettre sur la défensive. Quand on regarde la carte, on va la revoir, j'espère, parce que ce sera intéressant de visualiser justement ce retrait russe et cette avancée. Donc, on voit en bleu l'avancée des troupes ukrainiennes. Et puis, donc, ce retrait, on voit les flèches du retrait russe vers le sud, donc, du Dniepr. Est-ce que c'est pour mieux, peut-être, protéger la Crimée? Est-ce que c'est ça qu'ils ont en tête d'un point de vue stratégique? C'est certainement ça. Parce que si vous voulez, cette avancée extrêmement rapide que les forces russes venues de Crimée avaient commencé à faire vers l'est et vers l'ouest, vers Odessa et vers Mariupol, s'est trouvé bloqué, pas vers Mariupol malheureusement, mais s'est trouvé bloqué maintenant. Donc maintenant, ils sont sur la défensive et il ne faut surtout pas, pour eux, il ne faut surtout pas que la Crimée puisse être véritablement un nouvel objectif pour le président Zelensky, qui lui-même a dit, dans les conditions de négociation, qu'il fallait reprendre aussi non seulement le Donbass, mais aussi la Crimée. Donc ils essaient de faire ce qui est assez normal, c'est-à-dire de se fortifier sur la rive orientale du Dniepr. On va revoir la carte. Et c'est ce qu'ils font depuis un certain temps d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire que c'est la mise en scène grotesque dans laquelle le général Surikov demandait à Shoigu l'autorisation de se retirer. C'était déjà fait depuis longtemps, parce qu'on ne donne pas cette indication-là à la télévision. Donc ils avaient commencé déjà à se préparer, il y a déjà des lignes de fortification, il y a déjà des lignes de repli et de protection sur la rive orientale du Dniepr, bien sûr. Mais l'avancée des Ukrainiens sera très difficile, ça a souvent été souligné, parce que tout va être piégé. Les Russes auront certainement protégé leur repli, parce qu'ils ne peuvent pas se replier en désordre comme ça. Ça a l'air relativement ordonné, ça a donc été relativement bien planifié. Maintenant, ce sera donc ça veut difficile. dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour justement faire en sorte que les Ukrainiens n'avancent pas rapidement? On va miner le terrain, on va créer du chaos, c'est un peu ce dont Exactement, c'est ça. parlait. Et puis surtout, il peut y avoir des tirs d'artillerie parce que l'artillerie s'est bien positionnée. Il devrait y avoir 200 pièces d'artillerie sur la rive orientale du Dniepr, qui donc peuvent tirer au-delà de Kherson et peuvent empêcher ou ralentir l'avancée des troupes ukrainiennes. Justement, pour en revenir sur le G20, vous dites que c'est l'une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine sera absent du G20, ce retrait russe de Kherson? Je m'avance peut-être un peu, mais quand on subit camouflet sur camouflet, on est moins crédible vis-à-vis des pays que l'on espère rallier à sa cause, en particulier des pays africains, etc. Il ne vous a pas échappé qu'à l'occasion de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, il y a quand même 35 pays qui se sont abstenus. 5 qui ont voté pour la Russie, 35 qui sont abstenus. Donc ceux-là, la Russie essaie de les travailler au corps pour les rallier à sa cause. Les rencontrer alors qu'il vient encore de recevoir un camouflet, ça paraît très difficile. Les négociations sont difficiles. C'est M. Lavrov qui, bien sûr, va s'en charger. Thierry Volton, vous êtes d'accord avec ça, avec ce que vient de dire excellent, bien sûr. l'amiral? Bien sûr, vous avez raison. C'est le problème. Le problème, c'est ça, c'est qu'il peut pas. D'abord, il a peur d'être mis à l'écart dans ce G20.
hein, avec les Occidentaux qui ne vont pas lui parler. Donc le côté prestige va en prendre un coup. Et puis effectivement, comme le G20 est assez élargi avec des pays qui l'intéressent, là il a pris une décision. Enfin, la décision qui a été prise est une défaite incontestablement. Il peut pas se présenter. C'est synonyme de défaite tout de même politique que de ne pas y aller, puisque c'était aussi une opportunité pour Vladimir Poutine. Oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il aurait été mis à l'écart. Joe Biden ne va pas lui serrer la main, Macron ne va pas lui serrer la main, Scholz ne va pas lui serrer la main. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il aurait été mis à l'écart des vrais dirigeants du monde, si je puis dire, hein, et se retrouver dans un carteron de dirigeants de seconde zone. Pour lui, c'est un affront, tout ça. Donc, il préfère s'abstenir. Je pense qu'une seule chose que Vladimir Poutine a voulu éviter pendant ce G20, c'est une humiliation. Et il a déjà un souvenir qui lui est assez frappant. C'est quand il est venu à Sydney en Australie pour un sommet de G20. Également, quand il y a eu au G7, je me trompe peut-être, mais quand en fait il y a plusieurs leaders qui ont refusé de lui parler, surtout qu'il n'était pas invité sur le dîner. Donc il a dû quitter un peu à la dernière minute le sommet, un peu à l'arrache comme ça. Donc ça, c'est très important. Donc il n'a pas voulu subir ça encore une fois, car on peut bien dire qu'il n'a pas réussi à convaincre avec son discours son logique de la guerre à l'Occident. Mais par contre, il y a les pays toujours qui font confiance à ce que c'est pas la Russie qui a envahi l'Ukraine, mais que c'est un peu l'OTAN qui l'a provoqué en quelque sorte. Donc il y a toujours des partenaires à se trouver, notamment avec la guerre de céréales, avec la guerre de l'énergie, avec l'inflation qui monte. Donc il a toujours cette opportunité de se trouver de nouveaux partenaires. Il faut aussi penser à la Chine notamment. Donc la Chine a refusé d'entrer en guerre, elle a refusé de fournir de matériel militaire, mais par contre, il n'aide pas l'Ukraine non plus. Donc, c'est-à-dire que, du point de vue diplomatique, la Russie peut toujours essayer de gagner encore plus de points sur le terrain. C'est ça la logique russe. Et pour ça, il vaut mieux envoyer M. Lavrov, par exemple, ou d'autres personnages. Le chef de la diplomatie russe. Car dans ce cas-là, même s'il aura un échec, ce ne sera pas Poutine qui en sera responsable, ce qui est beaucoup moins pénible pour le Kremlin. Oksana, un commentaire peut-être justement sur l'annonce de Vladimir Poutine qui ne se rendra pas au G20 à Bali. C'est bien logique s'il s'agit de point de vue ukrainien, du gouvernement ukrainien. La présence de Poutine sur ce groupe de G20, c'est inacceptable parce que pour l'Ukraine, c'est un État terroriste qui attaque et qui fait la guerre. Du coup, on a annoncé ouvertement que quand même sa présence sera, on peut dire, insouhaitable dans les conditions qui se présentent. Et quand on a parlé aussi des pays de l'Afrique et des pays de l'Asie, oui, bien sûr, c'est très important pour pays différents, pour attirer l'attention des pays différents, mais quand même, il faut se rappeler que l'Ukraine aussi a essayé de faire des efforts dans cette région. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères Kuleba, il était en Afrique, il a essayé de présenter la position ukrainienne là-bas, mais malheureusement, en ce moment-là, quand elle a prévu la grande tour en Afrique, c'était le bombardement très fort de Kiev, donc du coup, il a dû revenir en Ukraine en urgence à cause de cette situation. Mais récemment, il était en Cambodge, donc il y a beaucoup aussi de visites de hauts dirigeants ukrainiens dans les pays et dans les régions où au passé on n'a pas eu de visites. Donc maintenant, l'Ukraine aussi essaie d'élargir la communication avec les coins du monde différents. Michel Olagaray, juste un mot justement, votre regard de militaire sur des tractations possibles, des discussions possibles entre Ukrainiens et Russes. En tout cas, manifestement, les Américains seraient en train, en coulisses, de les encourager. Ça vous semble être le bon moment avec la situation sur le terrain actuel ? C'est toujours le moment de faire des efforts et de garder une porte entrouverte. Ça n'a que très peu de chances d'aboutir dans un avenir proche parce qu'on a vu, pour la première fois, le président Zelensky a reparlé de négociations, mais il y a mis 5 conditions qui sont bien évidemment totalement inacceptables dans l'immédiat par les Russes. Il faut dire aussi qu'actuellement, et il est normal que le président Zelensky ait une approche maximaliste des négociations, mais il a quand même prononcé le mot, à la suite d'ailleurs de quelques visites de quelques hauts fonctionnaires américains, bien sûr, qui ont dû lui expliquer, sans totalement lui tordre le bras, qu'il fallait peut-être faire un petit peu attention. Mais Poutine n'est absolument pas en situation d'accepter. Il est dans une situation dans laquelle il reçoit défaite sur défaite, et sa propre situation à Moscou n'est peut-être pas aussi certaine, aussi sûre, aussi stable qu'on peut le croire. S'il n'est pas allé au G20, peut-être y a-t-il aussi, devant l'effervescence de la rue que personne n'envisageait à ce niveau-là, il y a peut-être aussi un certain danger pour son régime et pour lui-même.
Moi, je pense que de toute façon, s'il encourt encore quelques revers de ce type-là, c'est sa survie de son régime et sa propre survie qui est en jeu. Thierry Volton. Je suis un peu plus sécu sur la capacité de la population russe actuellement de éventuellement mettre en danger le régime de Vladimir Poutine. Maintenant, il est clair qu'il est fragilisé incontestablement, pas forcément du côté de la population, mais du côté de ses alliés, des oligarques, des gens qui l'entourent, de tout ça, parce que bon, il voit quand même, d'abord ça coûte très cher tout ça. On n'en parle jamais de ces sanctions, mais elles arrivent, elles existent ces sanctions, et elles deviennent de plus en plus pesantes. Plus on avance dans le temps, plus elles deviennent pesantes pour la Russie. Donc tout ça, ça pèse énormément sur le climat politique. Bon, évidemment, à un moment donné, si Poutine s'entête, ses amis vont lui dire que ça suffit et puis ils trouveront un moyen de se débarrasser de lui. Un accident de voiture, un infarctus, j'en sais rien, peu importe. Il y a différents moyens de se débarrasser de quelqu'un. Hein, oui, exactement. Choc. Merci en tout cas, Thierry Volton. Merci beaucoup, Michel Ogaraï, d'avoir pu nous rejoindre, même si c'était pour le dernier quart d'heure de cette émission. Merci, Oksana Mitrofanova. Merci beaucoup, Denis Strelkov. Merci à vous. Gulliver Krag, notre correspondant à Kiev, qui nous a quittés au milieu de l'émission. Merci Gulliver. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.